Là, je parle, 1, 2, test. Test, je parle, c'est une reprise module de la caméra qui envoie sur Zoom. Est-ce qu'il y a un décalage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a un décalage sur Zoom quand je parle dans le micro. Est-ce qu'en salle, on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ou y a-t-il un décalage? Est-ce qu'on m'entend? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est je parle, je parle. Je parle pour voir s'il y a du décalage en salle, si on est bien connecté. Est-ce que toi, ça te dit quelque chose de ton côté? Est-ce qu'il est sur Zoom? Alors, ok. Il faudrait quelqu'un sur Zoom qui voit si on est décalé ou non. On va tester ça, et puis après, on serait bon. C'est tester. Test, test. On tente, on peut voir si on a du décalage. Trop décalage. Ça, c'est le Zoom. C'était ressort maintenant. Voilà. On a une minute de décalage. Ça va? Donc là, c'est pas. Bah, c'est une minute, mais je ne sais pas qui peut me dire. Forcément, ça doit être forcément. Absolument. On voit avec le retour. Hein, c'est dans le traitement. Hein. Et à la main là-dessus, pas d'autre. Si, on peut. Eh bien, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à nos camarades d'Amiens. Est-ce qu'ils nous entendent convenablement? Ceux d'Amiens? Non, pas du tout. Si? Oui? Amiens? 2, bonjour? 3, 4, pas du 5, tout. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bonjour Amiens. Voilà. On se réveille Amiens? Est-ce qu'Amiens roupille? Ah, ça y est. Bonjour Amiens, cette fois-ci vous nous avez image et son? C'est bon ou pas? Je sens pas bien le truc moi. Amiens, vous êtes là? Amiens, si vous nous entendez, vous levez le pouce. Amiens ne nous entend pas ou s'en fout. Est-ce qu'Amiens peut se manifester? C'est bon ou pas bon? Ça va Amiens? Vous êtes là? Vous êtes réveillés? Super, j'en vois 2 qui dorment. Bon, quelqu'un me dit si on est bon, on peut y aller. Merci beaucoup. Donc cette fois-ci, merci, il y a un petit décalage, mais on va faire avec. Merci à toutes et tous d'être là. Le pouce est levé. On est d'accord. Il y a un chouïa de décalage. Hein. Je ne sais pas si c'est Amiens ou la Corée du Sud, mais on est bon. On va faire avec le décalage. On va prendre de grandes respirations entre chaque mot. Cette fois-ci, c'est bon. Oui, on est bon. L'image aussi ou pas du tout? Oui, l'image aussi. Bien, allez, merci à toutes et tous d'être là. Merci à nos invités, donc Adrien Taquet, Brigitte Bourguignon et Julien Damon. Nous allons ce matin pouvoir aborder un certain nombre de sujets, parmi lesquels, évidemment, les problématiques d'enfance et de famille, les problématiques de dépendance, les problématiques de famille et de pauvreté, avec Julien Damon. L'idée étant de faire à la fois le point sur la feuille de route pour les 600 jours qui sont devant nous
et les conséquences de la crise que nous sommes en train de traverser sur un certain nombre de publics fragiles, que ce soit les jeunes et les familles, évidemment celles particulièrement en difficulté, les personnes dépendantes qui ont des difficultés spécifiques et la grande précarité qui, évidemment, ne manquera pas de progresser pendant ces périodes difficiles si nous ne faisons pas les efforts nécessaires. Donc on va peut-être commencer par Madame la ministre Bourguignon pour peut-être nous dire un peu les conséquences de la crise, son projet, sa feuille de route et évidemment les inspirations nombreuses qui viennent de ce petit livret, c'est-à-dire le livret que les militants ont permis de rédiger, tous les sujets qui ont été abordés par le terrain, qui sont remontés par la République En Marche, qui ont été analysés, transmis au gouvernement dès le début du mois de juillet et qui ont largement participé à l'établissement de cette feuille de route, ce qui démontre que les militants de terrain sont au cœur de la réalité et que la politique se construit à partir des territoires. Donc, Madame la ministre, chère Brigitte, les sujets de dépendance, la crise et l'avenir des 600 jours. Alors, avant de parler de la crise, je parlerai simplement peut-être de ce qui nous rassemble et ce qui nous a rassemblés sur la feuille de route autour du président de la République jusque maintenant. Et à savoir que les solidarités, chacun en sera d'accord, nous les construisons, nous, à partir d'une dimension d'émancipation sociale. Et ça part des premiers jours de la vie, à l'éducation pour les jeunes, à la formation pour les jeunes, jusque les sujets qui me seront chers, ceux de l'autonomie et de la dépendance. Donc je crois que si on n'a pas gardé notre ADN, qui est celle-ci, depuis le départ, de construire notre société de demain, en partant de ces principes où on décide que personne n'est assigné à résidence, ce que dit le président très souvent. Et donc, moi, je saluerai, parce qu'il faut toujours commencer par saluer ses collègues quand on est sur un plateau, Adrien qui s'attaque au premier jour de la vie, Jean-Marc qui s'attaque à tous les âges de la vie, depuis son implication sociale que tout le monde connaît, qui a parlé de pauvreté, mais aussi d'insertion sociale, parce que nous ne concevons pas cette société sans une insertion sociale, professionnelle, épanouissante. Donc je crois qu'il faut, quand on commence à parler de nos sujets, toujours se remettre ça en tête. En tout cas, c'est ce qui m'a toujours guidée. Quand on travaille dans le social et qu'on l'aborde par cette question de l'insertion sociale, on a une autre vision de la société qui n'est pas celle d'une charité bien ordonnée, mais au contraire d'un modèle qu'on souhaiterait dupliquer. Donc la feuille de route que nous avons et les enseignements de la crise. Partons de ce qu'on vient de vivre avec le Covid et ce que nous allons peut-être continuer à vivre pendant des mois, qui ont révélé toutes les insuffisances de notre société. À savoir, en ce qui me concerne, le chantier que je mènerai, c'est la lutte qu'on doit avoir contre l'isolement des personnes âgées, qui est un vrai sujet. L'utilité sociale qu'on doit leur redonner, parce que souvent elles le vivent très mal et on aborde toujours ces sujets-là à travers la dépendance et jamais à travers tout ce parcours d'autonomie qu'il y a, puisque bien souvent, à 10% seulement, on finit dans un établissement. Donc c'est ne pas penser aux 90% qui restent de gens qui ont des parcours normaux jusqu'à la fin de leur vie, autonomie respectée et surtout choix de vie respecté. Donc je crois qu'on va aborder ce chantier-là, en tout cas en ce qui nous concerne, à travers ce prisme-là, que nous devons respecter la liberté de choix des personnes. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces personnes? Et la crise a renforcé ce sentiment, c'est qu'elles ne veulent pas être en établissement, que les établissements doivent se repenser, parce que bien sûr, il y a un côté inévitable parfois d'accès à ces établissements, mais alors dans ce cas-là, ils doivent s'ouvrir vers la société, s'ouvrir vers les autres et ne pas fracturer les parcours de vie des personnes. Le confinement a été extrêmement difficile à vivre dans ces établissements. Les familles, les soignants, comme les résidents l'ont très mal vécu et ne veulent pas revivre cet épisode. Et il a surtout démontré que la liberté de choix n'existait pas. Donc on doit repenser autrement, repenser le domicile, l'approche du domicile avec les métiers du domicile, mais aussi les domiciles eux-mêmes, le chez-soi, qui n'est pas forcément la maison où vous avez toujours habité, les villes et les centres-bourgs qui doivent se repenser et repenser leur habitat en remettant les personnes âgées au milieu de leur village, au milieu de leur ville, parce que c'est elles souvent qui font vivre le petit commerce et l'économie.
Donc voilà, c'est tous des sujets sur lesquels nous allons entrer par ce biais-là. En tout cas, c'est un gros chantier que celui de l'autonomie, dont on doit être fier, parce qu'on va l'aborder sous une vision beaucoup plus sociétale que ça n'a été. Ça n'est pas qu'une question financière, bien sûr qu'on l'évoquera, mais on ne démarre pas un tel chantier en ne parlant que du financement. On démarre un tel chantier en disant qu'est-ce qu'on veut en faire, et après allons-y. Voilà. Merci Brigitte. Des personnes âgées, de la dépendance à la jeunesse et à la famille, sujet majeur. Je crois que les JAM ont publié partout une affiche expliquant que le président de la République était le président des jeunes plutôt que le président des riches. Un effort sans précédent a été consenti dans le cadre du plan de relance, plus que près de 7 milliards sont affectés pour qu'aucun jeune ne se retrouve sans solution. Mais les jeunes, c'est aussi les très jeunes, c'est aussi les très jeunes enfants, c'est aussi la famille. Et comment fait-on, cher Monsieur le Ministre, cher Adrien, pour faire en sorte que ce qui n'a pas été fait depuis longtemps soit fait à partir de ce quinquennat? Merci Jean-Marc, bonjour à tous. Brigitte, Julien. Vaste question évidemment, auquel je vais m'évertuer à répondre. Peut-être commencer là aussi par quelques enseignements de la crise, parce que je pense qu'elle nous a éclairés à certains égards, aussi bien sur les familles que sur la question de l'enfance, et avec des choses un peu contre-intuitives, et moi qui m'ont surprise, et plutôt agréablement surprise. C'est-à-dire quand la crise est arrivée, pour les enfants notamment, j'avais de grandes craintes. J'avais de grandes craintes que dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, les choses se passent assez mal. Et j'avais de grandes craintes que dans les familles, les choses se passent assez mal, parce qu'on sait que les violences faites sur les enfants ont lieu pour 80% dans un cadre intrafamilial, que par ailleurs on fermait les écoles, qui sont nos yeux, c'est là où le plus de signalements on court, et donc on perdait nos yeux et on renvoyait les enfants dans un environnement qui, pour certains d'entre eux, sans faire de généralité, mais pour certains d'entre eux, était dangereux. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Il n'y a pas eu, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de situation compliquée, complexe, évidemment, mais dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, on voit qu'il y a eu moins d'incidents qu'à l'accoutumée, moins de violence entre les enfants, moins de violence avec les éducateurs, moins de fugues, parce qu'il y a eu un recentrage sur l'enfant. De la même façon, dans les familles, et c'est un certain nombre d'éducateurs, de juges qui nous disent ça, il y a des parents qui ont redécouvert ce qu'on appelle des compétences parentales. Là aussi, il y a eu un recentrage sur l'enfant, les dynamiques à l'œuvre au sein de la cellule familiale ont été éclairées d'un jour nouveau, parce que dans ce contexte très particulier, où peut-être chacun s'est aussi rendu compte de sa propre vulnérabilité, que face à une menace un peu extérieure, un peu sans visage, on était en réalité tous égaux, et bien, il y a des choses plutôt belles qui se sont faites. Et donc la famille a été aussi, ce que l'on savait, ce que l'on avait peut-être oublié, c'est trouvé être un refuge, voilà, et un cocon protecteur en réalité pour un certain nombre d'enfants et puis pour un certain nombre de dynamiques familiales. Deuxième chose importante, c'est quand même que cette crise nous a montré, alors peut-être que Julien aura une analyse différente, il nous dira, mais a révélé quand même des inégalités entre les familles. Alors là aussi, pas de grande surprise peut-être, alors des inégalités d'ordre socio-économique, et c'est pour ça que c'était important qu'on ait fait une prime spéciale pour les familles les plus précaires, mais pas que. Et je pense que c'est le pas que qui est important. Les inégalités entre les familles, elles se sont aussi révélées face à la violence, je l'évoquais, face à l'isolement, sujet de Brigitte notamment, face à la fracture numérique, face à l'école, dans l'accompagnement des enfants, et bref, quand on appréhende la question des inégalités entre les familles, bien sûr la dimension socio-économique est forte, bien sûr il faut faire des primes, mais il ne faut pas s'arrêter là. Voilà. Les inégalités, elles sont évidemment bien plus globales. Dernier enseignement, et puis après je vais basculer sur l'avenir et le peu de temps qui nous reste, parce que quand on parle de politique familiale, Julien le sait très bien, et tout comme ce sujet d'autonomie de dépenses, c'est du temps long. Dernier enseignement quand même un peu techno, mais important, c'est que quand même pendant la crise, sur nos sujets, des acteurs, notamment quand vous avez des politiques qui sont décentralisées, qui, comme elles concernent la vie de nos concitoyens, sont découpées entre différents ministères, et bien là, pendant la crise, toutes ces institutions qui avaient tendance un peu à rester dans leur couloir, à bosser en silo, à pas trop se parler, pas trop se coordonner, ont été un peu contraints de le faire face à l'urgence. Et on a vu que dans des endroits où ça se passait mal, tout d'un coup, simplement parce qu'on se mettait autour d'une table, qu'on se parlait, qu'on se coordonnait, en fait, ça se passait beaucoup mieux. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu à capitaliser là-dessus, et que maintenant, on n'est pas sorti de la crise malheureusement, mais enfin en tout cas qu'on est sorti de la période de confinement et qu'on essaie de se projeter vers l'avenir, qu'on capitalise sur ces bonnes pratiques pour continuer. Ça, c'est la partie un peu institutionnelle, mais qui est assez fondamentale.
La suite, je vais essayer de synthétiser. Effectivement, je rejoins complètement, évidemment, Brigitte sur la notion d'émancipation. Moi, je pense que la politique de l'enfance et des familles, qui sont les deux intitulés du ministère, et j'y tenais, repose sur deux piliers qu'on connaît bien chez nous. C'est la protection et l'émancipation. Voilà. Et c'est vraiment ça dont il s'agit. Alors, très brièvement, moi, qu'est-ce que je vais faire des 500 jours? Je vais déjà essayer de faire en sorte de finir tout le boulot que j'avais commencé. Voilà. Non, mais enfin, voilà, c'est un enjeu. Enfin, on est là pour que les choses se fassent. Et on a lancé plein de trucs. Protection, ma protection, c'est terminer la modernisation avec les associations, avec les départements de l'aide sociale à l'enfance, avec une réforme de la gouvernance importante. Donc ça, c'est la protection. La protection, c'est la lutte contre les violences, directement, violences faites aux enfants. C'est un des gros axes de... Donc on a présenté un plan le 22 novembre dernier. J'ai donné rendez-vous en octobre ou novembre prochain pour des états généraux de la violence contre les enfants pour aller encore un cran plus loin. Voilà. Et quand je dis on, c'est tous les ministères, toutes les administrations, parce que là aussi, c'est pas moi avec mes petits bras, hein, c'est tout le monde. Et d'ailleurs, au-delà des administrations, c'est un sujet de société. Il faut que ça devienne un sujet de société, autrement on n'y arrivera pas. Et puis, c'est protéger, émanciper, c'est le volet prévention. Voilà. Et je pense que pour l'enfance et la famille, ça a jamais été, les deux n'ont jamais été aussi liés. Et le volet prévention, c'est notamment ce projet autour des 1000 premiers jours de l'enfant. Vous l'avez vu peut-être, j'espère, Boris Cyrulnik, qui avait été mandaté par le président de la République il y a un an pour travailler sur cette période de la vie qui va entre le 4e mois de la grossesse et les 2 ans de l'enfant. Bref, entre le moment où on commence même à avoir une envie d'enfant et le moment où il va rentrer à l'école, c'est une période où il se passe beaucoup de choses. C'est une période où se creusent des inégalités en santé, développement cognitif et les inégalités sociales. C'est Boris Cyrulnik qui a coutume de dire que les inégalités naissent dans le ventre de la mère. Et donc ce projet sur les 1000 jours de l'enfant, tiens, on a dédoublé les classes en CP-CE1, et là on recule encore d'un cran, et on veut investir pour la première fois dans notre pays massivement à ce point sur la toute petite enfance, parce que c'est là où se nichent les inégalités. Et comme dans notre projet politique, c'est effectivement l'émancipation des individus, et c'est la lutte contre les inégalités de destin, et ben là c'est un projet qui est au cœur de notre projet politique, et qu'on va mener, sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir. Voilà, je suis un peu long, mais nous sommes tous des passionnés de ce que nous faisons. Voilà. Merci Adrien. Julien, éminent sociologue, professeur à Sciences Po, spécialiste de la famille et de la grande précarité, un peu du logement et de l'hébergement aussi, donc un vrai spécialiste, qui peut peut-être nous dire un mot avec son indépendance d'universitaire, à la fois sur la politique de la famille et avec un focus sans doute un peu plus ciblé sur la précarité et ceux qui risquent de pâtir particulièrement de cette crise. Bien évidemment, il y a 1000 choses à dire sur les 1000 premiers jours des enfants, sur les 600 jours qui viennent, sur les 1800 jours d'un éventuel prochain quinquennat du président Macron. Pour répondre, je pense d'abord qu'il faut éclairer le titre de notre débat, puisqu'on met les jours heureux. Je pense que nombre de personnes à Amiens ou ailleurs se demandent ce que c'est que ces jours heureux. En fait, c'est une référence au titre du programme du Conseil national de la résistance en 1944, à l'intérieur duquel se trouvait explicitement affiché l'ambition de la sécurité sociale à la française, qui est précisément de ne jamais laisser personne au bord du chemin. Sur donc les questions de pauvreté et de famille, ce qui s'est passé pendant la crise, c'est un investissement en réalité absolument considérable, car tout ce qui est fait en matière de chômage partiel, notamment, de primes pour les familles modestes, d'investissement en direction des personnes à la rue, a permis d'amortir jusqu'à aujourd'hui les conséquences de la crise. Si on regarde une seule donnée qui est le nombre de chômeurs et le taux de chômage, les courbes aux États-Unis sont sidérantes quand les courbes en France sont préoccupantes. C'est pour dire que puisqu'on pose la question aujourd'hui, demain et à très long terme, bien sûr le sujet de la pauvreté, c'est un sujet hélas pour demain, tout comme le chômage est un sujet pour demain. Le quinquennat de M. Macron, donc les 3 premières années, ça fait quoi? Ça fait 900 jours, là. Ça a été l'occasion, pas d'une remise à plat complètement enclenchée de la politique de lutte contre la pauvreté, ni de la politique familiale, mais d'un accent mis sur une priorité, à mon sens parfaitement légitime, la priorité de la lutte contre la pauvreté des enfants. Pourquoi ? Parce que la pauvreté était auparavant un sujet de personnes âgées, et il demeure des personnes âgées dans l'indigence et dans le dénuement, mais ça a basculé
historiquement il y a quelques décennies, vers une pauvreté des enfants. Qu'est-ce que la pauvreté des enfants? C'est les enfants qui vivent dans des familles dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, et globalement c'est des jeunes qui ont du mal à s'insérer sur le marché du travail. La stratégie qui a été lancée par le gouvernement, qui est une stratégie de prévention, de lutte contre la pauvreté et d'émancipation, est centrée, ça ne veut pas dire que les autres âges de la vie sont mis de côté, sur les familles et les enfants. Bien sûr, le choc du Covid change absolument tout, change la donne des grands équilibres socio-économiques, mais je pense que la France n'a absolument pas à rougir, et au contraire, mais il ne s'agit pas de s'applaudir, par rapport à ses camarades et voisins européens, ou dans la zone riche des pays de l'OCDE, a montré son rôle crucial d'amortisseur social dont elle dispose avec l'État-providence, qui est une composante de la République, comme l'a dit le président de la République lors de l'anniversaire des 150 ans de la République. C'est bien, moi aussi, je peux un petit peu failloter. Sur le long terme, alors, on m'a dit qu'il fallait que je fasse aussi la pub de ce petit fascicule pour un nouvel élan républicain, qui est donc presque un morceau du nouveau Conseil national de la résistance ou du Conseil national de la Renaissance, pour prendre les mots. Il y a des dispositions qui sont prévues, mais qui ne sont pas des prévues pour être mises en œuvre immédiatement dans les 600 jours, mais qui peuvent être réfléchies pendant ces 600 jours et qui peuvent changer la donne sur les questions de politique familiale, sur les questions de pauvreté. Il y a des évolutions, c'est assez bureaucratique, mais c'est fondamental, de la gouvernance générale de nos politiques de protection sociale qui sont précisées ici. J'y vois une place naturellement plus importante à l'État pour gérer les prestations, mais en même temps davantage de confiance au territoire pour s'investir dans un sujet qui est cher à Brigitte Bourguignon, qui est l'accompagnement social, qui est peut-être ce dont les personnes pâtissent le plus aujourd'hui. Il y a des propositions qui sont pour Adrien, cette fois-ci, autour de l'évolution de notre politique en direction de la petite enfance. Techniquement, les modes de garde pour les moins de 3 ans, pour aller vers ce que les uns appelleront un service public de la petite enfance, d'autres un droit opposable à un mode de garde, en se méfiant de certaines constructions bureaucratiques qui peuvent être problématiques en la matière. Et je termine par une proposition que moi j'adore, parce qu'elle permet de lutter contre la pauvreté, elle réforme la politique familiale. C'est pas pour ça qu'elle peut se mettre en œuvre immédiatement. Vous lirez la proposition 3, il y en a une centaine, mettre en place le prêt public jeune garanti par l'État jusqu'à 50 000 € pour se former, financer ses études ou lancer son entreprise, remboursable une fois le projet terminé en fonction des revenus. En un mot, on fait, et légitimement, des prêts garantis par l'État pour des dizaines, ou je ne sais même plus, des centaines de milliards pour les entreprises, et ceci est fondamental. Pourquoi ne pas envisager, sans que ceci se fasse du jour au lendemain, bien sûr, des prêts pour les jeunes garantis par l'État, qui permettent de débuter dans la vie active, de débuter dans la vie adulte, pas forcément active, avec une somme qui permet d'envisager la vie autrement que de courir après des distributions alimentaires pour les plus pauvres des étudiants ou des jeunes qui ne sont pas étudiants, et pour tous, de se projeter dans l'avenir, dans les jours heureux, avec un petit matelas financier. Un petit matelas financier, divisons 50 000 par 7 ans, si c'est pour les 18-25 ans, qui permettent d'envisager l'avenir de façon un peu plus radieuse qu'avec l'ensemble des préoccupations qui pèsent sur tout le monde aujourd'hui. C'est bien, c'est pas mal? J'ai bon? Tu as bon. Bon, merci beaucoup. Nous n'avons pas à rougir de ce qui a été fait. Et depuis le début de ce quinquennat, des mesures exceptionnelles ont été prises et en faveur de l'enfance et en faveur des quartiers en difficulté. Le dédoublement des classes a un impact majeur sur les enfants et les familles qui peuvent en bénéficier. Aujourd'hui, c'est près de 300 000 enfants qui bénéficient de ces dispositifs. Nous avions parallèlement permis au pays d'être en meilleure situation pour affronter la crise. Si sans doute nous l'affrontons au moins aussi bien, voire un peu mieux qu'un certain nombre de nos partenaires européens et au-delà, c'est parce qu'un certain nombre de mesures avaient été prises, y compris sur le plan économique, pour faire en sorte que nous puissions affronter ces moments de difficulté. Une fois de plus, pour partager la richesse équitablement, il fallait la créer. Nous avons créé les conditions d'un dispositif qui permet de faire face à une situation exceptionnelle. La France, de manière évidente, est le pays le plus généreux en matière de soutien à ses habitants, aux salariés et aux entreprises. Et il reste 600 jours. Et dans ces 600 jours, il n'est pas question simplement de gérer, mais de continuer la réforme
et en particulier sur les sujets que nous venons d'aborder. Il y a quelques thèmes majeurs avec une réforme qui est souhaitée depuis plus de 30 ans, en tout cas en ce qui me concerne, j'en entends parler malheureusement depuis près de 45 ans, c'est la création d'une nouvelle branche. Et Brigitte Bourguignon va pouvoir nous dire quelques mots de cette réforme tant attendue. Oui, alors, quand on parle de la feuille de route qui nous reste et des sujets qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire dans la philosophie qu'on a rappelée chacun à notre tour et dans nos sujets, il faut aussi parler des outils et de la façon dont on va les aborder. Moi, je salue le fait que pour la première fois, et je pense que ça faisait partie aussi des propositions de votre reconstruire ensemble pour un nouvel État élan républicain, et la création de la 5e branche. La 5e branche va se construire au fil du temps, mais nous l'avons créée et c'est un début. Et nous allons la co-construire en sachant après quel financement, quel périmètre, tout ça sera à définir ensemble et au fil de l'eau. Mais en tout cas, nous l'avons créée. Nous appréhendons enfin ce chantier en se disant oui, il existe un 5e risque, oui, il existe une branche donc à créer pour anticiper les besoins de notre société. Aujourd'hui, je crois qu'on a trop souvent reporté cette réforme de l'autonomie. Ça fait 3 présidents de la République qui se cassent la figure là-dessus, qui ne l'abordent pas, ou qui l'abordent à chaque fois en fin de mandat, non courageusement. L'un a vécu une crise économique en 2008, n'a pas pu la faire. Ce n'est pas Roselyne Bachelot qui me contredira, puisqu'elle a été empêchée de la faire. Ensuite, la mandature de François Hollande n'a pas voulu la faire. On s'est contenté de la loi ASV, même si elle a porté des choses. Mais pour autant, cette fois, je pense qu'on l'aborde avec déjà cette 5e branche créée, qu'on a validée lors de nos derniers débats parlementaires en juillet. Maintenant, il nous restera à la construire parce que vous savez qu'il va de pair aussi avec le chantier du handicap, bien sûr, parce que toutes ces prestations seront à définir. Qui fait quoi, dans quoi cette branche, dans quoi ce risque, qu'est-ce qu'il va comprendre en gros. Donc voilà, je crois que c'est déjà une chose très symbolique dont il faut être fier parce que personne ne l'avait fait et que nous allons donc nous appuyer sur ce nouvel outil pour avancer dans ce chantier. Ensuite, il y a des choses à faire. Nous avons le Ségur de la santé et je remercie Olivier Véran pour cet effort fourni parce que le Ségur va nous permettre sur ce chantier aussi la rénovation d'EHPAD, l'apport justifié de cette rénovation d'EHPAD, parce que vous savez qu'on a eu, dès mon arrivée aux affaires sociales, nous avons eu tout de suite la crise des EHPAD à gérer et on n'est pas resté inactifs devant cette crise. Nous avons tout de suite mis des missions parlementaires avec Monique Iborra qui avait mené la première et puis ensuite une mission d'information plus longue qu'elle a gérée aussi sur à la fois la crise, recenser ce qui se passait, évidemment manque de personnel, vétusté des locaux, peu d'attractivité pour ces métiers parce que pas simple. Et aujourd'hui, on va plus loin. On a continué avec une autre mission qui pensait l'EHPAD de demain. Et même voire rebaptiser ces EHPAD parce que vous avez vu quelle connotation aujourd'hui ça peut avoir médiatiquement parlant, uniquement, et le personnel en souffre en nous disant voilà l'image que nous renvoyons. Et nous, ce qu'on veut, c'est les ouvrir. Donc, on va rénover à travers le Ségur, mais dans la conception nouvelle qu'on veut faire des EHPAD. Pas seulement mettre une couche de peinture dans les EHPAD, ça ne nous suffit pas. Nous allons aussi, grâce toujours au Ségur, avec des sommes assez conséquentes, aller sur la numérisation, sur le numérique, les petits équipements, tout ce qui peut soulager la vie des résidents, mais la vie aussi des soignants. Et donc, dans le parcours à côté, nous allons aussi trouver les dispositifs pour revaloriser les métiers et créer une filière métier grand âge. J'ai bien aimé dans vos propositions la notion de BAFA d'argent. Et je trouve ça très intéressant parce que je crois fortement, et moi je parlais aussi des services civiques, je voudrais qu'il y ait des services civiques intergénérationnels qui interviennent dans les quartiers, dans les immeubles, dans les villages, pour aller justement vers ces personnes un peu isolées ou même pas isolé, mais dans ce cas-là, en termes d'animation, de convivialité, de services rendus, peut-être ça fera naître aussi l'envie d'aller plus loin et de faire son propre métier. Donc il faut qu'on travaille cette filière du prendre soin, parce que ce n'est pas seulement un acte infirmier ou un acte d'aide-soignant que ce travail-là, c'est autre chose. C'est prendre soin, c'est du temps passé auprès d'une personne. Nous voulons donc développer cette filière qui a souffert en termes d'image. On s'appuiera sur le rapport El Khomri qui nous a été rendu. On travaille déjà avec elle.
tous ces rapports, on ne part pas de rien. Ce n'est pas comme si les gens s'étaient concertés pendant 2 ans, qu'on s'asseyait sur les rapports, comme c'est souvent le cas, et qu'on disait c'est bien, mais on prend 2 idées et ce sera bon. Nous, on veut prendre le tout. On veut prendre le tout en phasant tout ça, bien évidemment. Donc 600 jours, c'est tout de suite la revalorisation des métiers, et le Ségur va nous y aider. Tout de suite travailler sur ce qu'on peut faire, qui est quelquefois assez simple, des levées réglementaires, des blocages administratifs idiots, développement de l'apprentissage, et nous avons la feuille de route de l'emploi pour nous y aider, développement des services civiques, nous allons nous appuyer là-dessus aussi. Vous voyez, il y a ce qu'on peut faire à travers nos propres ministères, mais ce qu'on va faire aussi avec nos collègues. Le logement, on travaillera avec Jacqueline Gouraud, avec Emmanuel Vargon, on va vraiment essayer chacun dans nos feuilles de route pour le temps qui nous reste, et après, bien sûr, au-delà, pour travailler tout de suite pour que les choses soient visibles pour les citoyens, que l'année prochaine, ils en voient les effets. Vous savez, la revalorisation salariale pour une aide-soignante, ça n'est pas neutre, parce que ça fait des années qu'on en parle, mais ça n'était pas fait. Et aujourd'hui, ça va être concret. Et en plus, avec Olivier Véran, nous avons avancé le moment où on a commencé à verser cette revalorisation. C'est-à-dire que ce sera dès septembre-octobre, ce ne sera pas l'année prochaine, ni dans 20 ans. C'est dès le mois de septembre-octobre. Il faudra que vous soyez fiers de ça et le porter très fort. Il y aura toujours celui qui vous dira « c'est pas assez ». C'est clair. Mais il faudra toujours rappeler que ça n'a jamais été fait. C'est un plan d'envergure que nous avons débloqué, fort de la crise sanitaire, hein, parce qu'elle a été aussi révélatrice de tous les manquements qu'on avait remarqués, bien sûr. Mais ça a donné un coup d'accélérateur qui va être vraiment, à mon avis, salvateur dans ce domaine et qu'il va falloir revendiquer. Il reste un pan qui n'a pas été suffisamment soigné. Ce sont les métiers du domicile. Et c'est pourquoi on corrigera un peu à travers peut-être le PLFSS, on verra, ou d'autres vecteurs. Mais en tout cas, on va travailler notamment sur le domicile parce que c'est 60% des gens, 60% des interventions, finalement, c'est plutôt le domicile. Donc voilà, c'est la feuille de route qu'on s'est fixée, Jean-Marc, si je ne suis pas trop longue. Adrien, parmi les projets extrêmement structurants, parmi les réformes qui ont été évoquées, toujours évoquées, jamais réalisées, il y a des réformes de fonctionnement dans la famille, et en particulier un sujet qui revient chez les militants depuis de très nombreuses années, c'est celui du congé paternité. Et évidemment que les militants, depuis très longtemps, militants et militantes, et particulièrement les militantes, espèrent une modification de la durée de ce congé paternité et le fait, éventuellement, qu'il devienne obligatoire. Ça fait partie des sujets qui vont traduire un profond changement de société avec, encore une fois, pas simplement des paroles, mais aussi des actes. Où en est-on, Monsieur le Ministre, sur ce congé de paternité ? Alors, tu as raison de dire que c'est une préoccupation des militants, parce que ça figure effectivement dans Reconstruire ensemble, pour un nouvel élan républicain, comme étant un des éléments qui va façonner, renforcer la fraternité entre nous. Et oui, tu l'as évoqué, l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais nous, notre point de départ, enfin en tout cas le point de départ de ma réflexion en tant que secrétaire d'État à l'enfance, à l'époque, c'était l'enfant. J'avais ce prisme-là. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant d'avoir un prisme enfant quand on pense nos politiques familiales. Ça éclaire parfois, ou ça enrichit en tout cas, la façon dont on appréhende les sujets. Et effectivement, les neurosciences nous apprennent ces dernières années que la présence des parents auprès de l'enfant au cours de ces 1000 jours, et particulièrement de la première année de vie, est importante pour le développement de l'enfant. C'est donc d'ailleurs un des éléments forts du rapport Cyrulnik. C'est ça qui a été beaucoup évoqué là, ces derniers jours dans la presse. Je me permets quand même de vous encourager tous à aller lire l'intégralité du rapport Cyrulnik, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont fort intéressantes sur la nécessité d'avoir des messages de santé publique, parce que les parents français sont paumés, ils ont des informations dans tous les sens, sur l'allaitement, les écrans, etc. Donc il y a une nécessité véritablement fondée sur la science d'élaborer un certain nombre de messages de santé publique. Il y a un vrai enjeu autour du parcours des 1000 jours. Aujourd'hui, on est mal accompagné pendant la grossesse. C'est un accompagnement très médical. J'ultra caricature, hein, mais c'est très médical. Il y a des ruptures entre l'avant et l'après. Il y a 15% des femmes qui connaissent des dépressions postpartum parce qu'elles ne sont pas suivies. On n'a pas repéré des fragilités. Voilà, donc il y a vraiment la nécessité de créer un parcours pour toutes les femmes, pour tous les parents, avant entretien prénatal précoce, remettre des moyens dans la maternité, où tout le monde passe un bon moment, et probablement développer les visites à domicile après la naissance.
Ça, c'est pour tout le monde. On sait qu'il y a des parents qui connaissent des fragilités particulières. On parlait de précarité sociale tout à l'heure. Mais l'arrivée d'un enfant en situation de handicap peut être facteur de fragilité. Un enfant qui naît prématurément, de la même façon. Des parents, enfin des personnes en situation de handicap qui veulent être parents. Aujourd'hui, on ne les accompagne pas, ces gens-là. On leur dénie même le droit d'être parents aux personnes handicapées dans notre pays. Donc voilà, donc toute cette notion de parcours est importante. Et puis la question des congés qui doit s'articuler, Julien rebondira là-dessus, où je lui couperai l'herbe sous le pied pour pas qu'il ne le fasse, avec évidemment la question des modes d'accueil. Parce qu'il y a la question des congés paternité, je vais y revenir, je vais répondre précisément à ta question, mais en réalité, et c'est ce que fait très bien le rapport Cyrulnik, et ce que font un certain nombre de rapports depuis un petit bout de temps, c'est la refonte totale des congés parentaux, en réalité. Et aujourd'hui, alors je vais commencer et puis je vais recentrer sur le congé paternité, mais aujourd'hui, les congés parentaux, c'est 2 ans, mal financé, c'est 1/3 du SMIC. Alors, il y a eu une réforme sous le précédent quinquennat pour essayer de faire en sorte que le père puisse, en fait, mal fagoter, et donc en gros, il n'y a que 16 000 pères qui prennent, et en fait, les seules personnes qui prennent le congé parental, ce sont des femmes, de façon subie, avec un arbitrage économique à la marge. Bon, donc ça ne va pas, il faut revoir ça, probablement le raccourcir et mieux le rémunérer. Mais ça, c'est un projet de moyen terme. On ne va pas se mentir. Je ne suis pas sûr que c'est un projet, même qui serait bon, pertinent de mener dans nos 500 jours qui nous restent. Pourquoi ? Pour 2 raisons essentielles. 1, il y a beaucoup d'autres pays à l'étranger qui ont des années d'avance sur nous et qui sont en train de tirer les premiers enseignements de ce qu'ils ont mis en place et qu'on a tout intérêt, même par rapport au rapport de l'IGAS de 2018, il y a des choses qui ont changé, on a tout intérêt à s'enrichir de ces expériences pour bâtir notre système. Et deuxième élément plus structurant encore, c'est qu'effectivement, la question des congés parentaux a une incidence sur les modes d'accueil. Je vous donne un exemple. En Suède, 16 mois de congé parental, 3 mois, je crois, hommes, 3 mois, femmes, obligatoire. Bref, en gros, en Suède, vous êtes auprès de votre enfant au cours de la première année de sa vie. Et donc, il n'y a pas de place en crèche sur la première année de la vie. Et ça ne commence qu'à 1 an et 1 jour. Donc on voit bien que, si vous voulez, la question des congés doit s'articuler dans la pensée, avec la question des modes d'accueil, parce que ça a des effets assez structurants. Et là, on va venir éventuellement en percussion avec notre stratégie de lutte contre la pauvreté, où on sait que dans certains quartiers, il y a besoin le plus tôt possible que les mômes aillent en crèche. Parce que c'est des endroits de socialisation, parce que en Outre-mer, par exemple en Guyane, tu as besoin que les gamins aillent en crèche rapidement. Parce qu'autrement, ils ne parlent pas français avant 3 ans. Voilà, enfin, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Et tu es bien placé, tu le sais, tu connais bien la Guyane et les Outre-mer. Bon, tout ça pour dire que ce sont des projets un peu lourds, structurants, qui interrogent notre modèle français. Julien l'a très bien écrit dans La Croix il y a quelques jours. Donc ce n'est pas des trucs qui sont tout de suite comme ça. Alors il y a un truc qui peut se faire tout de suite comme ça, enfin, ou presque, c'est effectivement le congé paternité. Là-dessus, moi, une fois encore, je pense que c'est bon pour l'enfant, pour sa sécurisation et pour le développement du lien d'attachement entre lui et le conjoint. Et qu'aujourd'hui, 11 jours ne sont pas suffisants. Donc on réfléchit effectivement à un allongement du congé paternité. Alors le rapport Cyrulnik dit 9 semaines. Nous, on est en train de travailler sur différentes hypothèses pour effectivement le rallonger. Une fois encore, ce sera une première étape vers, je pense, une réflexion, une refonte plus globale des congés parentaux. Et puis, il y a la question du caractère obligatoire, qui est une vraie question. Aujourd'hui, je donne juste un chiffre et chacun en tirera les conséquences qu'il souhaite. Aujourd'hui, vous avez 67% des pères qui prennent le congé paternité. En fait, c'est 80% des gens qui sont en CDI. Et c'est 47% de gens qui sont en CDD. Voilà. Et sans tomber dans la caricature, moi j'ai été faire un tour de France l'année dernière, c'était 1000 parents, à la rencontre de 1000 parents pour penser les 1000 jours. Bon, avec le Covid, j'en ai vu un peu moins que 1000, mais enfin j'en ai vu beaucoup quand même. Et j'ai été à Béclair, il y a un service de prématurés, pour les prémas formidable. Et il y avait un père qui m'a dit, vous savez, moi, je suis magasinier. Moi, mon patron, il m'a dit que c'était pas moi qui étais enceinte. Hein. Voilà. Donc, t'es gentil, tu viens au boulot. Voilà, le côté obligatoire peut être un instrument de lutte contre ce non-recours. Je pense qu'il est important et qu'il nous tient à cœur quand nous créons des droits ou quand nous élargissons des droits, de nous assurer que ce sont des droits réels, pas des droits formels.
Un certain nombre de questions nous arrivent d'Amiens ou d'ailleurs, je crois, par les réseaux sociaux, et en particulier une autour du financement de ces dispositifs et comment fera-t-on participer les jeunes aujourd'hui sur la manière dont ces dispositifs nouveaux vont être pris en charge par leur travail, leurs impôts, la richesse qu'ils pourront créer. Un autre auquel je peux donner quelques éléments de réponse, c'est celui autour d'aller à la rencontre des enfants les plus isolés. Nous avons créé depuis le début du quinquennat un outil formidable qui s'appelle le PIC, le plan d'investissement dans les compétences. Nous n'avons pas attendu le Covid pour décider d'affecter 15 milliards d'euros à cet investissement massif dans les compétences, avec toujours cette obsession de permettre à chacun d'évoluer, d'arriver au maximum de ce qu'il voulait devenir. Et donc ce plan, le PIC, fonctionne depuis 2 ans et demi. Il fonctionne remarquablement bien puisque l'ensemble des prévisions en matière de prise en charge des jeunes ont été dépassées. Des programmes innovants spécifiques ont été menés sur l'ensemble du pays dans une organisation tout à fait nouvelle puisqu'il ne s'agissait pas de lancer des appels d'offres du point de vue de l'État, mais de permettre à l'ensemble des acteurs associatifs et autres d'avoir des projets innovants, en particulier pour aller à la rencontre de ces jeunes qui avaient déserté l'école, l'emploi, le stage, etc., et de leur permettre, avec des programmes adaptés, de revenir parmi les dispositifs de droit commun. Ce dispositif, depuis 2 ans et demi, a permis à plusieurs centaines de milliers de jeunes de se rapprocher du droit commun, et il ne s'agissait pas de construire un dispositif alternatif au droit commun, mais bien une première marche pour ceux qui n'y avaient pas accès pour qu'ils puissent s'en rapprocher. Et ce dispositif est aujourd'hui développé, amplifié et adapté à la situation nouvelle qu'a créée le Covid. Donc, une fois encore, nous découvrons avec le Covid que les intuitions du début du quinquennat sur ces sujets de formation, de non-assignation à résidence et de permettre à chacun d'aller jusqu'au bout de ses envies, de ses capacités, voire de ses rêves, était le bon. Et je pense que ce dispositif, avec l'apprentissage, avec l'alternance, avec tout ce qui a été mis en place, et Brigitte reparlait des emplois jeunes et des services civiques, enfin en tout cas de ce qui a été fait sur ces dispositifs-là, tout ça va permettre de largement amortir le choc, y compris lié à la crise du Covid. Les jeunes, l'avenir, le financement, leur vie, l'universitaire doit forcément avoir une réponse à tout. Évidemment, c'est parti. La question qui est posée, c'est celle des sous, bien sûr. Je précise d'emblée que, comme j'ai le privilège d'être très libre et d'être peinard, je peux dire ce que je veux, ça n'engage en rien les petits papiers de l'AREM ou les grands papiers de l'AREM, parce que c'est des sujets particulièrement touchy. Je commence. La France a une particularité, si vous ne la connaissez pas, retenez-la. La France est, je le dis de manière provocante, comme ça rentre mieux, est la championne du monde de la dépense sociale. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire qu'avec à peu près un tiers de son PIB affecté à l'ensemble de la protection sociale, elle se classe au premier rang des nations. Est-ce trop ? Est-ce pas assez ? C'est pas le sujet. Le sujet, c'est sommes-nous collectivement satisfaits du système ? Du côté de la jeunesse, c'est pas forcément le cas. Du côté de la dépendance des personnes âgées, du côté des EHPAD et du côté des services à domicile, c'est pas forcément le cas. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue du financement, même envisager davantage de financement peut se concevoir. Personnellement, je pense qu'il faut raisonner avec un budget qui serait issu de recomposition de nos dépenses. Il y a dans la question de Jean-Marc un thème qui est celui du conflit des générations. Alors, allons-y. Les jours heureux, en 1945, on n'imaginait pas que ce serait la retraite. Ce que l'on voulait, en 1945, quand l'âge de la retraite a été fixé à 65 ans, c'est que les vieillards, on les baptisait de la sorte, ne meurent pas dans la misère. Aujourd'hui, les jours heureux, je caricature, ce sont les années de retraite. La France se distingue aussi dans le monde par le nombre d'années que l'on passe à la retraite, qui
qui est d'une vingtaine d'années. 20 fois 365, pour parler en jours, puisque c'est nos affaires, ça fait à peu près 7000 jours. Je pense que, et là les téléphones portables vont tomber par terre, qu'une réforme fondamentale, c'est d'allonger puissamment l'âge de départ à la retraite. Je vous assure, ce n'est pas une proposition LAREM, immédiate, mais ça permet d'enclencher des revenus supplémentaires, puisque ceux qui ne seront pas retraités encore vont cotiser, et des dépenses en moins, puisqu'on dépensera moins longtemps. Voilà une façon de pouvoir financer un risque dépendance et de pouvoir financer des investissements dans la petite enfance. Ceci dit, on peut même voir au sein de la politique familiale de la redistribution entre les prestations, de la redistribution entre prestations, entre des prestations monétaires de type allocation familiale sur lesquelles on se crêpe le chignon depuis des années, même si on est incapable de répondre simplement à la question à quoi servent-elles, et imaginez ne pas faire progresser par exemple les allocations familiales chaque année, et ce qui aurait été cette progression soit affecté au financement de services pour les petits-enfants et de congés parentaux mieux rémunérés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir conscience de ces conflits générationnels qui n'existent pas trop dans la famille, mais qui existent dans les comptes sociaux, et qu'il est possible, sans que ce soit dans les 600 jours tout de même, parce que ça met beaucoup de gens dans la rue, et puis ça empêcherait les 1800 jours suivants, de réfléchir afin de rééquilibrer la distribution des risques sociaux et des moyens. Donc tout est possible. Merci Julien. Comme Julien jouit de la liberté de l'universitaire, je vais immédiatement décider que je dois en bénéficier aussi. Et je voudrais revenir sur une proposition qu'ont fait les JAM hier à Amiens à propos de sous, comme tu dis, c'est la fiscalité de l'héritage. Alors tous les marcheurs qui me connaissent un peu vont se marrer, y compris les plus illustres, parce que c'est une obsession personnelle que de reprendre la fiscalité de l'héritage, mais la famille a changé. Il me semble qu'hériter à 70 ans de ses parents, de 90 ans, de manière différente selon que l'on est né dans un premier mariage, un second mariage ou un troisième mariage, etc., alors que les jeunes ont besoin d'investir dans leurs études, que quelquefois les personnes âgées n'ont plus vraiment besoin de faire des économies à partir de 80 et quelques années, revoir la fiscalité de l'héritage, qui est une proposition qui a été faite hier par les JAM, avec une vision de meilleure répartition, de plus de solidarité, de permettre aux grands-parents de pouvoir aider les petits-enfants, les petits-neveux ou qui ils veulent, plus tôt et de manière sans doute moins taxée que ça ne l'est aujourd'hui, continue de me paraître une réforme qu'il faut envisager. Tout le monde m'explique que politiquement c'est extrêmement difficile, que l'idéal est de ne pas aborder le sujet, mais nous sommes entre nous et donc nous sommes là aussi pour aborder les sujets qui peuvent être difficiles. La réforme de la fiscalité sur l'héritage, pour moi, reste une solution qui permettrait de dégager des fonds, en particulier envers les plus précaires et les plus jeunes. Une autre question sur la dépendance et le lien sans doute un peu entre dépendance liée à l'âge et dépendance liée au handicap. Alors, j'ai vu que nous avions une question de la salle qui concernait le fait qu'on pourrait peut-être profiter de cette réforme pour changer de paradigme entre le fait de parler de personnes handicapées ou de personnes âgées et de faire disparaître les différences. Bon, vous savez, on peut toujours se cacher derrière son petit doigt et ne pas appeler les choses par leur nom. Sauf que quand je ne prononce pas le mot handicap, je me fais engueuler par tout le collectif handicap parce que je n'ai pas dit le mot handicap. Quand je ne dis pas le mot aîné, je me fais engueuler par tous les aînés parce que je n'ai pas parlé des aînés. Alors moi, je veux bien changer de paradigme et nous allons le faire plutôt d'une manière plus habile à travers les dispositifs de tarification où nous allons essayer d'unifier ces tarifications parce qu'il y a la tarification de dépendance liée au handicap ou tarification de dépendance liée au grand âge. Donc, je pense que le symbole est fort quand on parle de ministère dédié à l'autonomie. Et à partir de là, on n'a pas défini de frontières entre le handicap et le grand âge. Mais donc, je pense que nous ferons en sorte de toujours parler d'autonomie. Et d'ailleurs,
j'évite de parler de dépendance, parce qu'on s'attaque bien au chantier de l'autonomie. Et quand je parle d'habitat inclusif, je n'exclus personne de cet habitat inclusif. C'est rendre de l'habitat suffisamment adapté pour que toute personne en perte d'autonomie, quelle que soit la cause de la perte d'autonomie, handicap, accident de la vie ou grand âge, eh bien, on fait en sorte que les personnes ne soient pas distinguées dans leur parcours, mais traitées de la même manière. Donc je pense que c'est une autre façon de le faire. Et moi, ce que je rêve que nous portions ensemble, c'est que cette réforme de l'autonomie soit l'équivalent de ce qu'on a su faire en loi 2005 sur le handicap. Et tout n'est pas parfait, et tout n'est pas réglé. Et bien sûr, que, quelques années après, et longtemps après, on sait que plein de choses n'ont toujours pas été faites. Mais cette loi 2005, vous pouvez en parler à toute personne handicapée, ou tout collectif, ou toute association, c'est leur référence. C'est leur référence parce que ce jour-là, on a décidé qu'il y avait des droits à obtenir et que le handicap ne vous empêchait pas de les avoir. L'accessibilité de la ville, l'accessibilité aux services publics, à la culture, tout ça fait partie d'un socle de droits qui ont été bâtis dans cette loi. Il faut le faire aujourd'hui sur le grand âge parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas un droit. Vous avez un regard sur l'âge qui est très difficile dans cette société, où on considère que dès que vous êtes en retraite, au regard de tous ces dispositifs, vous n'avez plus d'utilité. Or, quand vous regardez aujourd'hui les réseaux associatifs, par qui sont-ils portés? La plupart du temps, par des personnes qui viennent juste d'arriver en retraite ou qui vont pas tarder à l'être, mais en tout cas des personnes qui, justement, sont considérées comme âgées. Et ce regard de la société qui consiste à dire, à partir de là, vous n'êtes plus utile socialement, on doit le changer et on va travailler beaucoup à travers la loi sur cette lutte qu'on doit tous mener ensemble contre l'agisme. Donc le paradigme de différenciation entre le handicap et le grand âge, on l'abordera d'une manière plutôt institutionnelle, dans nos termes. Bien sûr, on y travaillera tous, mais je rappelle à chacun d'entre vous que ce chantier, c'est bien celui de l'autonomie. Et que donc, tout ce qui a pu s'articuler dans le monde du handicap, c'est fait parce qu'il y a eu des réseaux associatifs, des parents, des associations très fortes qui se sont montées au fil du temps et qui ont combattu, qui ont milité, qui ont fait qu'aujourd'hui, elles ont encore une force de proposition très forte dans le pays qu'on écoute maintenant. Qu'on écoute, il a fallu du temps, il a fallu 20 ans. Et j'aimerais bien qu'on construise aussi une force égale sur l'âge, sur le grand âge, qui soit bien avant les droits qu'on doit à ces personnes lorsqu'elles sont hyper dépendantes. Et tout ça fera qu'on fera société le jour où on commencera à parler des droits A plutôt que prise en charge, plutôt que... Et j'aimerais bien aussi qu'on s'attaque au sujet du reste à charge. Quand tu parles des droits fiscaux sur la succession, bien sûr que c'est une piste évoquée dans les pistes de financement de la 5e branche. Je ne vous cache pas, dans le rapport que vous aurez bientôt, de Laurent Vacher, qui sera rendu la semaine prochaine, bien sûr que ça fait partie des pistes que nous-mêmes, Olivier, Adrien et moi-même, avons évoquées. Mais voilà, donc, après, il y a les arbitrages que vous connaissez, mais en tout cas, ça fait partie en tout cas des propositions qui sont faites et qui sont sur la table pour l'instant. Donc j'aimerais aussi qu'on s'attaque, parce qu'on n'en parle pas souvent, au reste à charge des personnes lorsqu'elles sont dépendantes, du reste à vivre, et puis aussi de la pauvreté des personnes âgées, parce qu'on en parle sur les jeunes, et c'est légitime, on en parle sur les personnes qui travaillent et qui ont du mal à joindre les deux bouts, on en reparlera beaucoup, peut-être ces temps-ci, mais je trouve qu'on ne parle pas suffisamment aussi de la pauvreté, du reste à charge et des grands groupes qui sont en train de faire du business sur le grand âge. Peut-être sera un jour à dénoncer, parce que je trouve que ça prend de l'ampleur et que ça se fait au détriment de tous les établissements qui font du non lucratif et qui, quelquefois même, se détournent des prises en charge de l'aide sociale et qui, du coup, ne prennent plus de personnes parce qu'elles sont dépendantes de l'aide sociale. Donc, il va falloir qu'on travaille sur ce chantier-là aussi en même temps, parce que c'est très, très fort et c'est blessant pour les familles, c'est blessant pour les résidents qui vont devoir quelquefois avoir recours à des services qu'ils n'osent pas utiliser parce qu'ils n'en ont pas les moyens. On en est là aujourd'hui. Voilà le challenge qu'on doit relever tous ensemble dans ce chantier-là. Avant de repasser la parole à Adrien pour une question concernant les familles monoparentales et ce qui est prévu pour celles ou ceux qui sont seuls avec des enfants et en situation de plus grande précarité,
Évidemment, concernant le reste à charge, mais Brigitte le sait, je voudrais rappeler que dans les propositions pour un nouvel élan républicain, il y a entre autres le tarif différencié en fonction des revenus. C'est un dispositif qui existe à titre expérimental dans une organisation associative que je connais bien et qui l'a mis en place depuis quelques années, avec une idée extrêmement simple, c'est les mêmes services pour tous, mais un prix différent en fonction de ses revenus. Vous l'avez compris, cette organisation, c'est le groupe SOS. Ça existe pour le groupe SOS Senior dans la quasi-totalité de nos établissements. Le principe est économique parce qu'il permet de faire fonctionner des établissements correspondant à un niveau qui est à peu près ce qui se fait de mieux sur les dispositifs, mais avec la même prestation pour tous les résidents et un prix qui dépend de leurs revenus, parce qu'objectivement, l'âge moyen d'entrée dans nos établissements étant de 82 ans, ce n'est pas un âge où on a le plus besoin de faire des économies, et que donc ceux qui ont plus de revenus payent un peu plus et permettent à d'autres de bénéficier d'une prise en charge qui est de meilleure qualité, me paraît tout à fait logique. Merci Brigitte pour ce petit coup de chapeau à l'économie sociale et solidaire, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait pareil de gérer une organisation à but non lucratif que d'investir dans des dispositifs qui ont fabriqué un certain nombre de milliardaires, et tant mieux pour eux ces dernières années, à condition que le service soit toujours d'intérêt général et qu'il ne soit pas strictement organisé en fonction de l'intérêt des actionnaires. Donc ça fait partie des sujets dont Madame la Ministre aura à traiter, et je suis persuadé que Olivia Grégoire, depuis Bercy, en charge de l'économie sociale et solidaire, ne manquera pas de soutenir ces dispositifs auprès du ministre de l'économie et des finances. Les familles les plus précaires, monsieur le ministre, les familles monoparentales et j'allais dire les femmes qui composent la plupart des cas la famille monoparentale, qu'est-ce qu'on fait pour elles à l'avenir? Alors, effectivement, donc une question qui nous est posée par la salle ou par quelqu'un qui est avec nous, en tout cas ce matin, sur ce que l'on a fait et ce que l'on compte faire pour effectivement les familles monoparentales. Mais si tu me le permets, juste avant d'y répondre, revenir sur tes propos autour de l'héritage. Alors sans m'aventurer peut-être totalement sur faut-il revoir la fiscalité de l'héritage. Moi, il y a une question que je me pose beaucoup ces dernières semaines, c'est effectivement la question des solidarités intergénérationnelles. Puisque, enfin voilà, je vais sortir les platitudes, mais effectivement, on vit de plus en plus longtemps, de meilleure santé, et vous avez aujourd'hui plusieurs générations qui coexistent. Alors, ça date pas d'hier, mais enfin, c'est une tendance qui est avérée aujourd'hui, et que la crise, là aussi, a montré que les solidarités intergénérationnelles pouvaient avoir de l'utilité et du sens, et une réalité. Bon, donc je m'interroge beaucoup là-dessus, mais une fois qu'on s'est dit ça, comment on transforme ça en politique publique? Donc il y a éventuellement peut-être effectivement la question de la fiscalité que tu évoquais, qu'évoquait les JAM hier soir, piste possible. Et puis, est-ce que j'appellerais, le terme est peut-être pas du tout pertinent et affreux, mais un peu la solidarité inversée. C'est-à-dire, c'est la solidarité des âgés vers les plus jeunes, mais aussi des plus jeunes vers les plus âgés. Et c'est pas que des histoires de financement et de contribution et de qui finance quoi. Mais je pense, et alors là, je dis ça sans empiéter évidemment sur le terrain de ma camarade Brigitte, mais je pense notamment à la question des jeunes aidants et des enfants aidants. Parce que dans notre pays, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont aidants. Voilà, qui ne sont pas majeurs, qui sont mineurs. Et ça a des répercussions, ça peut avoir des répercussions sur leur scolarité. Parce que le matin, quand ils arrivent, ils ont déjà une demi-journée passée à aider la personne qui est leur père, voilà, lié à des pertes d'autonomie, un accident, un handicap, etc. Donc on le sait très bien, et d'ailleurs on avait commencé à travailler dessus sur la question avec Brigitte quand elle était présidente de la commission des affaires sociales et que j'en étais un des membres sur la question des aidants dans notre pays. Et on a mis des premières briques importantes et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et que la question des jeunes aidants, qui sont estimés à 500 000 les enfants aidants dans notre pays, c'est aussi un beau sujet de solidarité intergénérationnelle et qui n'est pas que financier, qui est aussi une question de reconnaissance, de prise en compte et de sensibilité de la société, de sensibilisation de la société à cette réalité-là. Voilà, donc je ferme cette parenthèse. Sur les familles monoparentales, écoute, et la personne qui nous a interrogé là-dessus, on a
on a d'ores et déjà fait un certain nombre de choses. Je pense déjà à une des premières mesures qui avait été proposée par le gouvernement et adoptée par les parlementaires, qui était la majoration du complément de mode de garde pour les femmes seules, enfin pour les femmes ou les hommes seuls, enfin c'est essentiellement des femmes, de 30%. C'était d'ailleurs pour moi une de ces mesures sociales très très fortes, qui je trouve allait à l'encontre des critiques qu'on nous faisait, qu'on n'était pas assez social et qu'on penchait trop d'un côté ou trop de l'autre et tout ça, alors que ça c'était une belle, je trouve, une des belles mesures sociales qu'on n'a peut-être pas forcément suffisamment mise en avant et portée en étendard. Mais il y a eu effectivement cette mesure-là. Il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé, notamment au moment du Grenelle des violences qui concernent aussi les familles monoparentales, c'est tout ce qui a trait aux pensions alimentaires, et dont la mise en œuvre concrète, effective, va être faite au 1er janvier prochain. Voilà, il y a eu un nombre de mises en œuvre techniques qui étaient nécessaires, mais là, ça y est, on y arrive, c'est important. Il faudra qu'on en parle et qu'on le porte haut et fort. Je dis ça aussi à nos militants le 1er janvier quand ça sera effectif, parce que c'est une mesure importante. Et puis par ailleurs, toutes les mesures que nous avons mises en œuvre, que ce soit pendant la crise, j'évoquais tout à l'heure les primes pour les familles les plus modestes, et ce que nous allons peut-être faire à l'avenir pour ces familles-là, bénéficieront aussi aux familles monoparentales, dont on sait qu'elles, pas intégralement, mais pour partie, font partie des familles les plus précaires, parce qu'il n'y a qu'un seul revenu dans le foyer. Mais à ce stade, pas de mesures spécifiques ciblées là-dessus, mais plutôt des mesures générales dont les familles monoparentales bénéficieraient. Il y a dans le petit livret, sauf erreur, et en tout cas c'est des choses qui sont aussi envisagées, qui ont pu être discutées, c'est d'augmenter l'allocation pour la garde d'enfants jusqu'à de 6 à 12 ans pour les familles justement monoparentales. Voilà, ça c'est une mesure ciblée qui pourrait être envisagée, qui a été discutée, qui figure là-dedans je crois, qui n'est pas totalement inintéressante. Voilà. Un mot à Julien Damand, parce que nous arrivons au terme de notre rendez-vous. Un mot très rapide qui me vient après notre discussion pour une proposition qui n'est pas dans le petit fascicule, parce qu'on n'a peut-être pas eu le temps de la glisser, une proposition qui est d'ailleurs avancée dans une pétition sur change.org soutenue par un autre groupe parlementaire. Mais si on veut rééquilibrer un peu les âges de la vie, en termes politiques comme en termes sociaux, je plaide pour, avec d'autres et depuis longtemps, pour le droit de vote à 16 ans. Alors je connais tous les contre-arguments. Il ne serait pas assez mûr, enfin voyons à quel âge on est véritablement mûr, il vote mal, il vote peu, etc., etc. Il y a un avantage fondamental au vote à 16 ans, c'est qu'on fait confiance aux jeunes. Première chose. Deuxième avantage qui me semble substantiel, c'est que ça pousse les partis politiques à faire des programmes qui leur seraient plus favorables. Et troisième chose, les rendre plus responsables dans la vie, c'est aussi permettre à leur générosité, à l'endroit de leurs ascendants, de leurs parents par exemple, de se développer. Donc voilà une proposition pour discuter. Elle a une autre vertu, je la précise pour sourire, c'est que ça coûte pas cher, même rien. Merci Julien. Le temps est venu de remercier nos invités pour avoir participé à ce débat et répondu à vos questions. Donc merci Brigitte, merci Adrien, merci Julien. Merci à vous, parce que si ces réformes sont possibles, c'est parce que ce pays a commencé à être réformé il y a un peu plus de 2 ans. Nous n'avons à rougir de rien. Nous ferons face à cette crise comme nous avons fait face aux autres difficultés. Encore une fois, plus de 30 propositions qui ont été faites par les militants sont reprises dans le plan de relance. Votre participation est essentielle. Les réformes doivent venir du terrain. Vous êtes militants, nous vous devons la politique du gouvernement et nous devons vous écouter, vous associer plus encore demain à la vie de notre mouvement. Comptez sur nous, nous serons à votre écoute et merci encore et bravo à toutes et tous.